Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc maintenant, on va traiter la deuxième série de TD pour la filière SVT, STU, donc S2. Donc cette partie-là, c'est un peu le conducteur en équilibre en plus de l'électrocinétique. Donc toute la série, vous avez un ensemble de, je prends 5 exercices. Voilà, je commence par exercice 1. Alors, exercice 1, on demande de calculer la capacité d'un condensateur dont les armatures internes et externes sont des sphères de rayon R1, R2. Voilà. Donc, voilà les deux sphères R1, R2. Et on veut calculer la capacité de ce condensateur constitué par ces deux sphères. Donc, l'armature intérieure contient la charge Q et l'armature extérieure est égale à la charge moins Q. Alors, deux armatures sphériques donc sont en influence totale. Toutes les lignes de champ qui partent, par exemple, de la sphère intérieure vont atteindre ou bien atterrir sur la sphère extérieure. Donc voilà, l'armature centrale, c'est-à-dire intérieure, contient la charge plus Q et l'armature extérieure est égale à la charge moins Q. Alors pour faire à cela, c'est-à-dire on va appliquer théorème de Gauss. Qu'est-ce qu'on va faire avec le théorème de Gauss? On va calculer le champ entre les deux sphères. Donc le flux de champ électrique entre les deux sphères, à travers la surface de Gauss qui est en pointillé, voilà, est égal normalement l'intégrale à travers la surface de Gauss produit scalaire E d de S. C'est égal la charge intérieure CQ, c'est celle-là, sur epsilon 0. Donc sans continuer, j'ai résumé ici parce que c'est connu. Vous avez les deux vecteurs, quel que soit le point choisi sur la surface de Gauss, les deux vecteurs sont collinéaires, donc on va enlever le vecteur. Et puisqu'il y a la symétrie radiale, ça veut dire sur toute la surface de Gauss, vous avez le champ électrique qui est une constante, vous pouvez faire sortir à l'extérieur. Et puis l'intégrale de D de S, c'est la surface de la sphère de Gauss, c'est-à-dire de rayon petit r. Alors, donc est égal à A, 4πr carré, c'est la surface de Gauss. Est égal, normalement, ceci est égal à Q, la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, on déduit le champ électrique au point R, est égal à Q sur 4π epsilon 0, R au carré. Alors, regardez maintenant comment je vais faire. Parce que le but, c'est calculer la capacité. Vous savez, la relation qui existe entre les deux, c'est que la charge électrique d'un condensateur est égale à la capacité fois la différence potentielle. Donc, première chose, CAB, c'est la circulation entre les deux points A et B, ça veut dire entre les deux armatures. C'est le produit scalaire E d de R entre R1 et R2 est égal à moins d de V, l'intégrale de potentiel V1 V2, jusqu'à V2. Donc, ceci est égal, je remplace le champ électrique parce que les deux vecteurs sont collinéaires, je peux remplacer. Donc, Q sur 4π epsilon 0, d de R sur R au carré. Donc, ceci est égal, normalement, au primitif d de V, c'est V, entre moins V1, V2, voilà. Donc, est égal à moins V2, moins V1, ça veut dire V1 moins V2. Et celui-là, c'est négatif, donc primitif de d de R sur R au carré, c'est négatif, c'est moins 1 sur R. Alors, si vous intégrez, donc ça c'est primitif, c'est 1 moins 1 sur R, c'est-à-dire entre R1 et R2. Alors, si on applique, ça va donner moins 1 sur R2, plus, donc j'ai inversé, donc c'est 1 sur R1 moins 1 sur R2. Alors si on fait un peu randonnée innovateur, donc c'est Q sur 4π epsilon 0, R2 moins R1 sur R1 2 est égal à V1 moins V2. Sachant que la capacité, c'est la charge sur la différence potentielle. Si je mets ça en dénominateur et celui-là, je mets de ce côté-là, alors ça, c'est la capacité. C'est la charge sur la différence potentielle est égale à 4π epsilon 0, R1, R2 sur R2 moins R1. Donc ça, c'est la capacité du condensateur sphérique. Pour le deuxième exercice maintenant, alors, regardez, on va décharger. Vous avez un condensateur C1 de valeur 100 nanofarad chargé sous la tension de 20 volts. Alors, première chose, même si on ne le demande pas, c'est de calculer la charge de ce condensateur qui a été chargé sous cette tension-là. Et puis, on va relier ce condensateur à un autre condensateur de même caractéristique, c'est de valeur 100 nanofarad. Alors, première question, donc calculer la tension qui apparaît au bord de l'ensemble. Ça veut dire des deux condensateurs reliés en parallèle. Et puis, de faire le bilan énergétique, c'est-à-dire avant
de connecter les deux condensateurs et après. Donc, première chose, je vais calculer la charge de ce condensateur-là. La charge, c'est la capacité fois la tension. Voilà. CAU est égal, ça c'est la capacité, ça la tension est égale à 2 10 à la puissance moins 6 coulombs. Alors, le conducteur C1 chargé sera déchargé maintenant sur un autre condensateur de même identique, de même caractéristique. C'est la première question. Voilà C1 en parallèle avec C1. Vous savez que la capacité totale de deux condensateurs en parallèle, normalement, c'est la somme des capacités. Donc, CP, ça veut dire parallèle, C1 plus C2, c'est 2 fois 100 nanofarads, c'est 200 nanofarads. Maintenant, on veut calculer la nouvelle tension U'. Donc, la charge reste la même pour les deux, puisqu'une partie de celle-là va se décharger sur le deuxième, parce qu'il était initialement vide, c'est-à-dire, désolé, la charge Q est égale à CP fois U', U' est égal à Q sur CP, on fait le calcul, donc maintenant la capacité ce n'est plus 100, c'est 200 nanofarads. Alors si on fait le calcul, on trouve que la nouvelle tension c'est 10 volts au lieu de 20 volts. Maintenant le bilan énergétique, l'énergie avant la décharge. Donc vous avez l'énergie est égale à 1 demi QU est égal normalement 1 demi, Q je la remplace par CU, c'est CU au carré alors. Je remplace C, c'est 100 nanofarads, 100 nano, voilà. La tension au carré, c'est 20 au carré. On fait calcul, c'est 2 10 à la puissance 5 joules. Maintenant, le bilan après. Vous avez deux condensateurs en parallèle. Après, c'est 1 demi Q U'. Et Q, je la remplace, c'est CP maintenant U'. Ça veut dire CP U' au carré. Donc c'est 1 demi, 200, 10 à la puissance moins 9 fois 10 au carré. Ce qui donne 10 à la puissance moins 5 joules. Donc avant la décharge, on avait une énergie égale à 2, 10 à la puissance moins 5 joules. Et après la décharge, c'est-à-dire l'énergie a été divisée par 2. Alors la moitié de l'énergie, elle est passée où? Donc il y a disparition de la moitié de l'énergie, c'est 10 moins 5 joules. Cette énergie, elle a été dissipée sous forme de rayonnement électromagnétique, se comporte comme une antenne qui rayonne d'énergie. D'accord? Maintenant, association de condensateurs, toujours conducteur en équilibre. Alors, vous avez un assemblage de condensateurs. Voilà, vous avez entre les points A et B, on demande quelle est la capacité totale entre A et B de l'association. Et puis, si l'association elle est normalement sous la tension de 10 volts, alors on veut demander la charge électrique. Regardez ce que je vais faire. Donc voilà, je rappelle que deux condensateurs en parallèle, la capacité de parallèle, c'est la somme des capacités. Et vous avez la tension commune pour des condensateurs en parallèle. Pour les condensateurs en série, normalement, c'est la charge qui est identique pour l'ensemble des condensateurs en série. Et puis, vous avez les deux condensateurs, la capacité série, c'est 1 sur C, est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ou bien, CS est égal, ça veut dire série, C1, C2, C1 plus C2. Donc voilà, ça c'est un rappel. Maintenant, je rappelle aussi que les condensateurs ont pas en même tension, les condensateurs en série ont même charge électrique. C'est très important de le rappeler. Maintenant, calcul de la capacité totale. Je commence par les choses les plus importantes, les plus simples. Ça veut dire 3 à 4. Regardez le montage. Donc, je commence par 3 à 4. C'est la somme. Donc, 220 plus que 470. Donc, ce qui donne 690 microfarads. Et puis, vous avez C de 3 à 4. C'est 1 sur, normalement, 1 sur C de 3 à 4 est égal à 1 sur C2 plus 1 sur C3 à 4. Donc, C3 4, c'est la somme, voilà, c'est égal à 690. C2 3 4, c'est C2 fois C3 4, divisé par C2 plus C3 4, on fait le calcul, c'est 0,998 microfarads. Donc, maintenant, la tension totale, cet ensemble C2 3 4, il est en parallèle avec C1. Donc, C1 2 3 4, c'est la capacité totale, c'est la somme des deux, C1 plus C2 3 4. La somme, c'est 1,998 microfarads. Ça, c'est la capacité totale. Maintenant, si la tension d'alimentation UAB est égale à 10 volts, quelle est la valeur de la charge électrique?
accumulée sur l'ensemble des condensateurs, la capacité équivalente. Donc Q est égal à C total fois U à B. On fait le calcul, donc c'est 1,998 10 à la puissance moins 5 coulombs. Maintenant, voilà, on a répondu aux questions. J'ai voulu ajouter quelques questions supplémentaires. Maintenant, si on voulait savoir la charge et la tension de chacun des condensateurs C1, C2, C3, C4. Donc voilà, comme question, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que la charge totale est connue maintenant. Alors, voilà. La tension U à B est égale à 10 volts. Vous savez, C1 est parallèle à C2, 3, 4. Donc la tension au bord de C1, c'est la même. Donc Q1, la charge de condensateur capacité C1, c'est Q est égal à C1 fois U1. U1, c'est 10 volts, la même. Donc la capacité C1, c'est 1 micro, c'est 10 moins 6. Donc on trouve que normalement, la charge Q1, c'est 10 à la puissance moins 5 coulombs. Et la tension, c'est 10. Voilà le premier condensateur. Maintenant, deuxième condensateur, les trois ensemble, c'est 2, 3, 4. Ils ont la même tension, donc C2, 3, 4 est égal à U à B, donc cette capacité est égale à cette valeur-là, fois 10 volts. Ça donne cette charge-là, la charge qui existe sur l'ensemble des condensateurs 2, 3, 4. Alors, 2, 3, 4, puisque le condensateur C2, on s'irait avec C3, 4, c'est la charge totale, c'est-à-dire Q2, 3, 4, c'est Q2, c'est Q2, 3, 4, c'est Q3, 4. C'est la même valeur que j'ai trouvée ici, c'est 0,998 10 à la puissance moins 5 coulombs. Alors maintenant, pour chercher la tension au bord de condensateur C2. Donc c'est Q2 sur C2. Q2 c'est déjà trouvé. On divise par la capacité de C2, on trouve c'est 9,98 volts au lieu de 10. 10 c'est pour l'ensemble, C2, 3, 4. Alors pour le condensateur 2, la charge 2, c'est 0,998, 10 moins 5 coulombs, et la tension, c'est 9,998. Maintenant, pour les condensateurs, ensemble, en parallèle, 3, 4. Donc la tension, c'est Q3, 4 sur C3, 4. Cette tension, on l'a déjà trouvée, divisée par C3, 4, on trouve que 0,0145 volts. Donc les deux condensateurs en parallèle, ça veut dire la tension 0,0145, elle est bonne pour C3 et C4. Alors Q3 est égal à C3 fois U3. U3 c'est la même chose que U3, 4. Donc on fait le calcul, c'est 0,319 10 à la puissance moins 5 coulombs. Bon, Q3 c'est 0,319 10 à la puissance moins 5 coulombs et la tension c'est 0,0145. Il me reste seulement 4. Alors Q4 c'est C4 fois U4. Donc on fait le calcul, c'est 0,68 de 10 à la puissance moins 5 coulombs et la tension est la même. Voilà, définitivement, les tensions et les charges de chacun des condensateurs, c'était une question supplémentaire. Bon, je pense avant-dernier exercice. Maintenant, pour calculer la densité de courant électrique, vous avez un fil de tungstène de diamètre de 1,1 mm. Donc, dans lequel il passe un courant de 15 ampères. Alors, on vous demande de déterminer le champ électrique à l'intérieur de ce fil, sachant que la résistivité de ce fil de tungstène, c'est 5,5 10 à la puissance moins 8, normalement ohm mètre. Donc, c'est un fil cylindrique. La section de ce fil-là, sous forme d'un disque. Donc, pi r au carré, c'est pi d sur 2 au carré, on fait le calcul. Alors la section est égale à pi sur 4, 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. La résistivité, c'est 5,5 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. La résistivité, normalement, la résistance d'un fil, c'est la résistivité fois la longueur divisée par la section. C'est une relation qui est connue. Résistance, si vous avez par exemple 1 km, vous multipliez 1 km, ça, la résistivité, c'est une caractéristique de matériaux utilisés, conducteurs, et la section de fil, selon la section utilisée. Alors, vous avez des relations qui sont connues en cours, là. D de I, ça c'est l'élément de courant, est égal à produit scalaire J, densité de courant, fois D de S, section. J, c'est la densité du courant. Et I est égal, normalement, c'est l'intégrale sur la surface J D de S.
on peut écrire que J est égal aussi, densité de courant est égale à sigma des E, champ électrique. Sigma, c'est la conductivité. C'est l'inverse de la résistivité. Donc, la conductivité est égale à 1 sur la résistivité. Donc, si vous avez le même vecteur, on peut écrire que J est égal à sigma E, ou bien J est égal à E sur ρ, c'est ça. Donc, le champ électrique est égal à J fois ρ. Et J est égal à quoi? Est égal au courant sur la section. Si je remplace ici, je fais le calcul, alors je trouve que, voilà, le champ électrique, on fait le calcul, on trouve c'est 1,05 volts par mètre. Le champ électrique à l'intérieur de ce filament. Dernier exercice maintenant d'électrocinétique. Vous avez un générateur ou une batterie, c'est la même chose. De force électromotrice est égale à E. La valeur de la force, c'est 10 volts. Et les résistances sont données ici. R1 est égal à 20 volts, R2 est égal à R1 est égal à 20 ohms, R2 est égal à 5 ohms, R3 est égal à 20 ohms, et R4 est égal à 60 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on demande? De calculer la résistance équivalente totale, et puis de calculer chacun de ces courants, I1, I2, I3, I4. C'est très important. Alors, calculons d'abord la résistance équivalente totale. Si vous avez des résistances en parallèle comme ça, comment peut-on distinguer des résistances séries et des résistances parallèles? Des résistances parallèles, ça veut dire que chaque résistance est là normalement deux pôles. Les deux pôles sont connectés ensemble. Ça veut dire, voilà, ces deux bouts-là sont ensemble et ces deux-là sont connectés ensemble. Ça veut dire que ces deux-là sont en parallèle. Le courant sera divisé sur normalement un nœud, puis pour s'ajouter sur le deuxième nœud. Donc les résistances R3 et R4 sont en parallèle. Par contre, ces deux-là avec R2 sont en série. R2, 3 et 4 avec R1 sont en parallèle. Alors regardez, R3, 4, vous avez R3 fois R4 divisé par la somme, R3 plus R4. Donc si vous faites le calcul, on trouve 15. Maintenant, ces deux-là, c'est 15 ohms. R2, normalement, la valeur de R2, c'est 5. Donc 5 plus, donc R2, 3, 4, 5 plus 15, c'est 20. Donc R2, R3, R4 ensemble, ça veut dire ça en série avec ces deux-là, ça donne normalement 20 ohms. 20 en parallèle avec R1. Et R1, c'est 20. C'est comme si vous avez deux résistances de même valeur en parallèle, ça c'est divisé par 2, c'est la moitié, donc on trouve que c'est 10. Donc la résistance totale, c'est 10. R total, c'est 10 ohms. Alors maintenant, calcul des courants. Alors pour cela, pour calculer le courant I, I1, I2, I3, I4. I, c'est la force électromotrice divisée par R total, c'est 10 sur 10, c'est 1 ampère. Maintenant, pour la suite, voilà. Pour la suite des questions, on va utiliser la notion de diviseur de courant. Je rappelle, c'est quoi un diviseur de courant? Si vous avez un courant principal qui se divise en deux, IA sur la résistance RA et IB sur la résistance RB. Alors, si vous cherchez maintenant, par exemple, RIA, ce courant-là, vous prenez l'autre résistance RB, divisé par la somme des deux résistances, multiplié par le courant principal. Maintenant, si vous cherchez maintenant le contraire, IB, c'est l'autre résistance, c'est RA, divisé par la somme des résistances fois I. Donc, ce que nous allons utiliser dans ce montage-là, regardez, ce courant principal sera divisé entre deux. Ça veut dire entre R1 et la somme de R2, 3, 4. Donc, si je suis en train de chercher normalement I1, c'est R2, 3, 4, divisé par la somme, c'est R1 plus R2, 3, 4, multiplié par le courant principal. Au contraire, si je suis en train de chercher I2, c'est normalement l'autre résistance, c'est R1, divisé par la somme, c'est R1 plus R2, 3, 4, multiplié par le courant principal. Donc, voilà ce que je vais présenter ici. I1, c'est R2, 3, 4 divisé par R1 plus R2, 3, 4 fois le courant principal, ce qui donne 1 ampère.
C'est pas, donc, il faut faire le calcul. C'est pas 1 ampère est égal à 0,5 ampères. Donc, I1 est égal à 0,5. Puisque le courant principal est égal à 1 ampère. Le I1 sur le nœud, ça donne 0,5. L'autre partie, ça sera 0,5. Sans faire le calcul. Mais, il faut garder en tête. Alors, maintenant, I2, c'est R1, c'est l'autre résistance, divisé par la somme, R1 plus R2, 3, 4, multiplié par le courant principal. Donc, le calcul donne la même chose, 0,5 ampères. Maintenant, vous avez le courant I2 qui sera partagé entre R3 et R4. Alors, I3, c'est le courant R3 sur la résistance R3. Donc, I3 est égal à la résistance, l'autre résistance R4 divisé par la somme des résistances R3 plus R4 fois I2. Si vous faites le calcul, c'est 0,5. C'est pas 0,5, 0,5 multiplié par tout ça. On fait le calcul, on trouve normalement 3 huitièmes, c'est 0,375 ampères. I3. La même chose pour I4. I4 au lieu, ça veut dire, ici, I4, ça sera R3. Donc voilà, I4 est égal à R3 sur la somme R3 plus R4 fois I2. Donc on fait le calcul, on trouve normalement c'est 1 huitième, c'est 0,125 ampères. Donc merci pour votre attention et peut-être à la prochaine exercice.